Je suis très heureux de pouvoir accueillir parmi nous aujourd'hui Valérie Tong Kwong, parce que j'ai découvert son livre en début d'année et je crois que c'était la première fois que je lisais un roman qui traitait du thème du pardon et non pas un des nombreux livres de développement personnel ou de spiritualité sur ce sujet-là. Et je me suis régalé avec ce livre. Sincèrement, j'ai adoré me plonger là-dedans parce que je crois que je vous en ai touché un petit mot ce matin. Pour moi, le talent d'un romancier, qui est vraiment un talent que je n'ai pas du tout, j'écris mais je ne sais pas écrire comme ça, c'est de nous faire vivre les choses de l'intérieur. Et dans ce livre, Valérie nous fait vivre ce chemin à travers le pardon. Alors Valérie, quand même que je vous la présente un petit peu, a écrit, si je compte bien, 9 romans, c'est ça ? 10. Ouais. 10 traductions en 18 langues, c'est juste ? Et alors moi j'en ai lu un autre d'elle que j'ai adoré qui s'appelle L'Atelier des miracles, qui est un vrai petit bijou. Je ne sais pas si certains d'entre vous... Il y en a parmi vous qui l'ont lu ? Vraiment, je vous le recommande autant que Pardonnable, Impardonnable. Vraiment, c'est des livres qui font chaud au cœur. Et même si ce soir on va parler un petit peu, je vais essayer de pas trop en dire. C'est la première fois que je fais une interview d'un auteur de roman. Je ne suis pas Bernard Pivot. Donc je vais essayer de ne pas faire de spoilers, mais je crois qu'il n'y a pas moyen de faire de vrais spoilers sur ce livre-là, parce que ce n'est pas comme un roman policier où si vous racontez la fin, c'est foutu. C'est un livre qu'on peut lire et relire, et à chaque fois, on va être nourri par ce qu'il y a dedans. Donc je pense que ce dont on parlera devrait, avec un peu de chance, juste vous donner envie de vous plonger dedans. Un spoiler ? Un spoiler, c'est quand tu racontes à l'avance la fin d'un livre ou le chapitre suivant. Voilà. Par exemple, c'est juste une petite parenthèse pour rigoler. Oui. Il y a un prof qui, cette année, a trouvé un moyen de tenir sa classe quand ça devenait vraiment trop ça chahutait et qu'il n'arrivait plus rien à faire pour imposer sa discipline. Il leur a dit, écoutez, si vous continuez comme ça, je vous donne le nom des 2 prochains meurtres de Games of Thrones. Et ils ne l'ont pas cru. Et il est allé tranquillement au tableau, il a écrit, et ils ont été désespérés de voir qu'il avait tout lu, les livres à l'avance, et depuis, sa classe se tient très bien. Voilà ce que c'est qu'un spoiler. Encore un des nombreux avantages de la lecture. Encore un des nombreux avantages de la lecture, voilà. J'aimerais juste savoir si le son de Valérie est assez fort par rapport au mien. Non ? On fait un essai. On fait un essai ? Est-ce que vous m'entendez ? Pardon. On a à peu près le même niveau les deux, c'est bon ? Non ? Bon alors, j'ai un chat dans la gorge, alors ça va être un peu compliqué, mais ça va s'éclaircir. Est-ce que c'est mieux maintenant ? Est-ce que oui. Vous m'entendez ? Ok, merci beaucoup. Alors pour vous dire quelques mots d'abord sur ce livre Pardonnable, Impardonnable. C'est donc un roman avec, on va dire, 5 personnages principaux. Et ce qui est très original, c'est que chaque chapitre est écrit tour à tour par un personnage différent. Donc on se retrouve vraiment dans la tête, dans le cœur, dans les émotions, le ressenti d'un personnage qui nous présente sa perception de la problématique. Et puis ça tourne de personnage en personnage. Alors l'histoire débute avec un enfant de 12 ans, Milo, qui a un accident de vélo, un accident suffisamment grave pour l'amener à l'hôpital. Et à partir de là, cet accident va être le déclencheur finalement de tout ce qui était comme secret, comme non-dit, comme chose dans cette famille, entre son père et sa mère, sa grand-mère et sa tante. Tout ça va petit à petit émerger de chapitre en chapitre. Et je peux aussi préciser que le livre est découpé en... Je peux dire ça, que le livre est découpé en 5 parties ? Bien sûr, oui, non, c'est important. Le livre est découpé en 5 parties, qui commencent par la colère,
C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a cet accident, ben, chacun va sortir sa colère contre les autres, ceux qu'on estime responsables de ce qui est arrivé. Puis de la colère, on va passer à la haine. Nouvelle étape dans les émotions. Puis nous, on suit ça comme lecteur. Et puis de la haine, on va passer à la vengeance. Tadara. Et petit à petit, de la vengeance, on va passer à l'amertume. C'est encore une autre tonalité là qui va ressortir pour en arriver finalement à deviner quoi. Donc moi j'ai trouvé extraordinaire ce chemin qui nous fait. On parlait ce matin à un moment, on a dit que le pardon c'était probablement comme le deuil, il y avait des étapes. Et là dans ce livre-là, on passe par 5 étapes successives. Voilà. Je voulais juste vous présenter globalement ce livre. Après, la première question que j'avais envie de poser à Valérie, c'est pourquoi avoir choisi cette thématique du pardon pour ce livre-là? Bon, alors d'abord, bonsoir à tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous. Je vous le redis, puisqu'il y a certains d'entre vous que j'ai pu approcher de plus près, mais pas tous, tout à l'heure. Puis je suis un peu impressionnée aussi parce que quand même, c'est des moments particuliers de vivre ça parmi vous. Ouais, c'est très fort. Bon, j'ai l'habitude de parler devant des auditoires assez nombreux, mais c'est pas tout à fait les mêmes circonstances. Donc pour moi, c'est quand même différent, voilà, différent et très enrichissant aussi. Quelle était la question? La question, c'était, je pense que c'est la première question qu'on se pose. Pourquoi le pardon? Pourquoi... Alors, pourquoi le pardon? En fait, j'ai envie de dire qu'il y a deux éléments de réponse. Le premier, c'est que depuis que j'écris, donc depuis mon premier roman, je travaille autour de l'être humain. C'est ce qui m'intéresse, et le parcours de l'être humain, c'est-à-dire la capacité de l'être humain à avancer, enfin, la capacité ou les difficultés, en fait, de l'être humain à avancer dans la vie. Donc, de livre en livre, j'essaye d'observer ou de reporter ce que j'observe sur la manière dont les épreuves, les obstacles, enfin les événements, en fait, tous les types d'événements qui jalonnent nos vies, à nous tous, puisque c'est aussi l'essence de la vie, nous font avancer, et comment parfois certains nous freinent, etc. Donc ça, c'est vraiment mon terrain d'observation depuis toujours. Tous mes livres, avec des angles différents, regardent ça. Donc c'est toujours des gens comme vous et moi et qui sont confrontés dans leur vie à des moments où soit ils ont du mal à avancer, soit ils n'avancent plus du tout, enfin bon, soit justement ils se déploient. Le pardon, je pense que c'est un thème que j'aurais pas pu aborder il y a encore 2 ans, 3 ans, c'est-à-dire juste avant que je l'écrive. Parce que comme j'essaie de le mettre en scène dans ce livre, je pense que c'est un processus qui passe par un certain nombre d'étapes et que c'est un processus qui est toujours long. Il faut être prêt pour le pardon et on n'est pas prêt, on ne peut pas décréter le pardon. Et à tel point, d'ailleurs, petite parenthèse, que dans ton dernier livre, à un moment donné, tu parles du pardon technique. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai observé. Parfois, les gens vous disent ah, mais je ne comprends pas parce que j'ai pardonné et pourtant je souffre toujours. Mais en fait, justement, ils n'ont pas pardonné. Donc, ils ont techniquement pardonné, mais en réalité, à l'intérieur, ils n'ont pas pardonné. Donc, comme il y avait d'un côté ce parcours dans lequel j'essaie évidemment de comprendre quels sont les outils de libération et de libération de l'être humain, mais donc les outils pour avancer aussi, pour grandir. Il y avait cette idée du pardon qui était quelque part, mais que je tenais à distance parce que je n'étais pas prête moi-même au pardon. Donc, quand elle s'approchait un peu, je la repoussais, et puis je travaillais un autre angle. Par exemple, avec l'Atelier des Miracles, j'ai travaillé plus l'angle du lien, être là les uns pour les autres,
l'entraide, enfin pourquoi, voilà, pourquoi c'est tellement important et pourquoi il est difficile d'avancer seul. Et puis à un moment donné, parce que je travaillais aussi sur moi-même évidemment, j'ai compris que j'avais... à un moment donné, je me suis attelée au pardon. Oui. J'ai pardonné. Et là, ma vie a complètement changé, c'est-à-dire qu'évidemment, pas de manière... ça ne se voyait pas forcément comme ça sur moi, mais j'ai ressenti une libération tellement, un sentiment de libération tellement puissant, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression presque... Enfin, je ne sais pas si je peux dire de naître à nouveau, mais en tout cas oui, d'avoir, on parlait de portes qui s'ouvrent tout à l'heure avec les clowns, c'était vraiment ça, quoi, d'avoir tout d'un coup des portes qui s'ouvrent, et c'était tellement puissant que j'ai compris qu'en tant que romancière, il fallait que je parle maintenant de ce processus-là. Et je l'ai compris, je l'ai ressenti, je ne sais pas comment vous expliquer ça, je n'ai pas décidé, tiens, maintenant il faudrait que, ça s'est imposé en fait à moi. Il y a eu cette envie, cette inspiration. Et pour moi, le roman, en fait, c'est ma façon de m'exprimer. Oui. Voilà. Ah oui, mais et moi, ce qui m'a touché, on en parlait quand Valérie est arrivée cet après-midi, c'est... moi, je suis très sensible à la sobriété du style, et je trouve que tu arrives à transmettre ton lecteur, des fois avec très peu de mots, avec juste une phrase, on ressent ce qui se passe. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'emphase, il n'y a pas de jeu de manche, d'avocat pour vraiment nous dire. Des fois, c'est juste un mot, et je trouve qu'on est tellement percuté par le ressenti de tes personnages. Moi, c'est quelque chose qui fait que je suis complètement rentré dans le livre en quelques pages. Et tu disais que, en fait, dans ce livre, il y a plusieurs personnes prennent la parole. Donc, ce qu'on appelle le roman choral, c'est pas un narrateur, c'est chacun prend la parole. Enfin, chacun des protagonistes principaux, donc les membres de cette famille, la grand-mère, les parents de ce petit garçon, et puis la tante, donc c'est la sœur de sa mère. Et bien sûr, comme je suis à la première personne, c'est la grand-mère qui parle, Oui. donc c'est le point de vue et la vérité de chacun, et je pense que c'est ça aussi qui te... Moi, de mon point de vue à moi, c'était ce qui était important, c'est-à-dire d'amener chacun à comprendre qu'il avait forcément à pardonner aux autres et à pardonner à lui-même. Et ce chemin-là, il pouvait se faire en étant dans la peau de chacun d'entre eux. Et à la fin, quand le livre est sorti, il y a un journaliste qui a écrit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Il a dit, quand on termine le livre, on comprend ce que ça signifie d'être dans la peau d'un juré d'assises. Parce que c'est seulement tout à la fin, quand vraiment tout le monde a pu s'exprimer et dire sa vérité, qu'on peut commencer à se forger une intime conviction. Oui, c'est joli. Et en fait, ce qui est intéressant, je ne connaissais pas le terme roman choral, mais le fait qu'effectivement, à chaque chapitre, on rentre dans la tête, dans la vision des choses d'un des protagonistes, c'est comme si on se trouvait dans une position privilégiée, c'est-à-dire que nous, on sait des choses les uns sur les autres que eux ne savent pas. Donc nous, on sait par exemple que la belle-mère que son beau-fils voit de telle manière et juge comme ci, comme ça, ben nous, au fur et à mesure que le livre se déroule, on comprend en fait quels sont les rouages qui font qu'elle est comme ça, et qu'elle, de son côté, elle ne connaît pas non plus son beau-fils parce qu'il y a tout un aspect qui n'est pas là. Et ce qui fait qu'on est dans cette position privilégiée où on comprend un petit peu avant les personnages eux-mêmes, tout ce ressort collectif, on parlait de constellation familiale ce soir, puisque Martine en a fait cet après-midi, mais c'est vraiment de cet ordre-là ce qui se joue entre ces personnages. Oui, bien sûr. En fait, tous ici, on est dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'on a, et d'ailleurs un des personnages, je veux dire, à un moment donné, c'est la maman, on a tous une partie de la vérité. Parce que, et encore, je parle de notre vérité, mais on a tous une partie des éléments d'une situation. On a ce qu'on a vécu, on a ce qu'on nous a dit, bon, et puis il y a ce qu'on en pense.
sur nous, sur les autres, mais il y a tellement de choses qui nous échappent. Parce qu'il y a ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne nous a pas dit, et il y a ce que on ne sait pas nous-mêmes sur nous-mêmes. Enfin, c'est-à-dire que là, on parlait de transmission familiale, et c'est-à-dire qu'on est dans une famille. Moi, je ne sais pas tout ce qu'a vécu ma mère, je ne sais pas tout ce qu'a vécu mon père, mais elle-même ne le sait pas. Enfin, et lui-même ne le sait pas. Donc, finalement, on est sur quelque chose de très fragile, dans ce sens que on est sur de l'inconnu. Ben, fragile. Bon, en tout cas, on est sur de l'inconnu. Or, très souvent, on agit comme si on connaissait tout. Oui, oui. De toute façon, à plein d'égards, ce livre est une très belle leçon d'humilité. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai retrouvé au fur et à mesure de la lecture des choses qui me sont familières, pas par le roman, mais par les livres de développement personnel ou de spiritualité. Bah, par exemple, on voit qu'il y a un chiffre qui revient plusieurs fois dans ce livre, c'est 12 ans. C'est-à-dire que l'enfant, Milo, qui a cet accident de vélo, il a cet accident à 12 ans. Et en fait, on apprend par les différents personnages que ce chiffre de 12 ans est intervenu déjà plusieurs fois. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est... D'ailleurs, on avait cette conversation tout à l'heure. J'ai pas délibérément décidé ça, mais c'est arrivé dans le livre. Effectivement, Milo a 12 ans quand cet accident lui arrive. Or, justement, c'est quand elle avait 12 ans que sa mère a eu sa petite sœur. Donc, il y a ce chiffre-là est très symbolique. Et alors, je fais partie des gens qui croient beaucoup, d'abord qui ne croient pas du tout au hasard, et puis qui croient beaucoup à la symbolique, aux signaux que la vie nous envoie, et tout en étant conscient qu'il est parfois difficile de les identifier, ou parfois même on peut les interpréter peut-être pas tout à fait comme on le devrait, mais bon, en tout cas, je crois beaucoup à ça. Et donc je crois que quand la vie envoie un signal et qu'on réussit à l'identifier, alors c'est le moment de se poser et puis de se demander quel sens ça peut prendre pour moi. Parfois, ce sens, c'est simplement de dire que tu es bien à ta place là. Vas-y, c'est bien. C'est là que tu dois être maintenant. Mais voilà. Donc oui, il y a ce... Et puis évidemment, derrière, il y a cette idée de transgénérationnel, alors là, qui est très importante dans ce livre, puisque, bon, tu disais tout à l'heure, le début, c'est la chute de vélo, tout le monde va à l'hôpital. En fait, cette chute de vélo, cet accident de vélo, on va voir dans le livre, sans spoiler, que c'est à la fois la cause et la conséquence de tout. Et c'est-à-dire que si ce petit garçon chute cet après-midi-là, c'est parce que très longtemps avant, quelque chose s'est produit, qu'il y en a cette chose-là, qui en a entraîné d'autres, etc. Donc il y a évidemment ce mouvement-là. Bon, alors, c'est parce qu'il tombe que la famille vole en éclats, mais c'est parce qu'il tombe que cette famille peut se relever. C'est-à-dire que sans cette chute, la famille, qui extérieurement paraît tout à fait classique, mais comme la plupart des familles, est très bancale. Oui, et puis surtout truffée de non-dits, de secrets et de silence aussi. Il y a cette notion de silence, j'aime bien la distinction entre non-dit et silence, mais on se rend compte qu'en fait, du fait de tout ce qui n'est pas dit entre les uns et les autres, eh bien, chacun se construit une représentation, une image de la belle-mère de son beau-fils, comme je disais tout à l'heure, le beau-fils de sa belle-mère, le mari de sa belle-sœur. Pratiquement tous les personnages se sont construits une représentation mentale de l'autre, dont on découvre au fil des pages qu'elle correspond, mais alors pas du tout, ou alors très lointainement, à la réalité, qu'elle est juste l'apparence visible des choses. Ça, dans cet aspect-là, il y a vraiment pas mal de mes chevaux de bataille. Enfin, c'est vraiment des choses qui m'obsèdent et autour desquelles je travaille depuis longtemps. Il y a cette notion de malentendu, ce malentendu dans lequel on vit en permanence et qui vient du fait qu'on pense à la place des autres. Donc on sait qu'on ne doit pas le faire rationnellement, mais n'empêche que combien de fois on dit si j'étais à ta place, ou si j'avais été à ta place, j'aurais fait ça, ou tu devrais faire ci, ou tu devrais faire ça. Donc en fait, en permanence, du matin au soir, on est dans la tête des autres, mais on n'y est pas en fait. Donc on n'y est pas, et quand on arrive à travailler ou à développer, justement, enfin, essayer de voir de faire parler des gens entre eux, on s'aperçoit que non seulement on n'y est pas, mais on est souvent très loin. Donc en fait, on a des conclusions, on bâtit des plans, des stratégies, parce qu'on pense que
bah oui, toi, tu devrais agir comme ça, ou tu aurais dû faire ceci, ou tu aurais dû faire cela. Et on oublie cette réalité fondamentale qui est que on est totalement différents, qu'on n'a pas le même parcours, on n'a pas le même historique, que les mots n'ont pas le même sens pour nous, les événements n'ont pas le même sens pour nous. On a en commun notre condition d'être humain, mais après tout le reste nous est personnel, est individuel. Et donc tout ça, effectivement, ça fait en sorte qu'on se construit des images, on porte des jugements malgré nous, tout en voulant pas le faire, parce qu'on classifie, on dit ma mère est comme ci, mon fils est comme ça. Voilà, on leur colle notre propre lecture des choses, et puis ça débouche sur des malentendus épouvantables. Exactement. Il y a plusieurs exemples comme ça dans le livre. Là, je retombe sur un passage où à un moment, un des personnages dit pourquoi n'as-tu jamais pris le temps de nous parler d'adulte à adulte, alors que tu te croyais seul dépositaire de ce fameux secret? Tu pensais nous épargner? Ou tu nous croyais trop bêtes pour comprendre? Sérieusement? Et l'autre répond, j'ai cru bien faire. Extraordinaire, j'ai cru bien faire. Et l'autre répond, et voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et vous savez que je suis un peu branché à Cortoltec, mais quand on dit ne faites pas de suppositions, hein, pour moi, j'ai vraiment retrouvé ça là-dedans. C'est-à-dire qu'on voit que les personnages sont sans arrêt en train de faire des suppositions sur ce que l'autre est capable d'entendre ou de ne pas entendre, de faire ou de ne pas faire, et que partant de ces suppositions, bien, on débouche sur des attentes complètement irréalistes. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que l'autre dise ou ne dise pas ça, fasse ou ne fasse pas. Et puis, évidemment, ce qui est extraordinaire, c'est d'assister d'abord à l'effondrement de toutes ces représentations au moment où ces non-dits, ces mensonges vont sortir. Alors, oui, et surtout de voir qu'effectivement, presque tous, par ce mécanisme-là, par ce qu'ils croient bien faire, pour protéger les autres, creusent vraiment je ne vais pas dire la tombe, enfin, de cette famille, quoi. C'est-à-dire que c'est à chaque fois, enfin, les uns et les autres, ils ont toujours cru bien faire. Et ça me renvoie à l'histoire du jury d'assises, parce que je me souviens quand mon livre est sorti le jour des attentats de Charlie Hebdo. Alors évidemment, on m'a beaucoup parlé de tout ça. Et j'ai beaucoup échangé aussi sur les questions des criminels et autres. Et mais à part celui qui est pathologique, qui est malade, mais tout le monde pense bien faire. Donc, celui qui déboule chez Charlie Hebdo avec sa Kalachnikov, il pense bien faire au moment. Il pense je dirais qu'au pire, ce qui peut arriver, c'est que les gens font quelque chose dont ils pensent que c'est pas bien, mais parce qu'ils peuvent pas faire autrement. Et la plupart du temps, c'est juste parce qu'ils pensent ils font ce qu'ils doivent faire. Et donc, oui, donc quand on est de l'autre côté d'un côté ou de l'autre de la Kalachnikov, on voit pas les choses de la même façon, mais et ça, c'est vraiment important, parce que quand on prend cet exemple, là, on en a beaucoup parlé avec Charlie Hebdo, donc tout d'un coup, on a découvert que ces gens croyaient vraiment accomplir une mission. Mais en fait, dans nos vies, on se lève le matin et on fait la même chose. C'est ça on fait sur des petites choses, mais en permanence. Quand on s'adresse aux uns et aux autres, quand on ne dit pas ceci ou cela à ses enfants parce qu'on dit qu'ils ne sont pas prêts à entendre, et dans cette famille, tout le monde ment, soit aux autres, soit à soi-même. Enfin, souvent, c'est les deux, d'ailleurs. Oui. Mais tous, ce qu'ils font dans leur parcours, ils le font soit parce que vraiment, ils ont fait au mieux de ce qu'ils pensaient pouvoir faire. Donc, ils ont eu la conscience que ce n'était pas idéal, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Soit, surtout, ils ont fait parce qu'ils se sont sentis le devoir de faire. Donc, pour protéger. Oui, pour protéger. C'est toujours l'extraordinaire argument, pour protéger. Et alors, moi, ce qui m'a beaucoup touché dans ce livre, c'est qu'on n'est pas dans le binaire. Il n'y a pas les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Ou plutôt, au début, on serait tenté à voir les choses comme ça. C'est ça qui est joli. C'est-à-dire que moi, je me suis vu lire ce livre, et puis en particulier, il y a ce personnage de la belle-mère, hein, Jeanne. Et franchement, au début, moi, je la trouve vraiment pas très sympathique. Et puis, elle a des manières de se comporter, en particulier par rapport à son beau-fils. Bon, ça a dû peut-être venir réveiller des choses en moi, hein, allez savoir. Mais ce qui fait que
la voix du jugement, elle est quand même bien présente dans la tête quand on est là comme lecteur, hein, en se disant vraiment, ah, celle-là, elle comprend rien, et si, et machin, etc. Et puis en fait, petit à petit, on va commencer à connaître son histoire, on va commencer à comprendre les rouages de sa vie, et tout d'un coup, ce qui paraissait au début éventuellement blanc et noir va commencer à avoir toutes les nuances de gris possibles et imaginables. Et on va plus pouvoir dire bah, c'est lui le coupable, ou c'est elle, ou c'est celui-là. On va se rendre compte qu'en fait, c'est une vraie constellation, c'est une vraie. Qu'une famille, hein, ça c'est pas Bernard Groom qui va nous dire le contraire, c'est vraiment une unité. Hein, les 5 doigts de la main, là il y en a 5 personnages. Finalement, ils sont tellement interreliés les uns dans les autres. C'est complètement organique, ta manière de décrire cette famille. Et puis, comme dans l'écriture, il y a ce système où chacun parle. Et évidemment, chacun parle et chacun parle. Il y a sa voix intérieure, il y a ce qu'il vous dit de ce qu'il pense, de la situation, mais il y a aussi ce qu'il vit. Et en plus, on est quand même dans une situation de choc au début, hein, c'est le moment de la colère. Donc, tout le monde est d'abord en colère, d'ailleurs, presque plus contre le destin ou la vie, parce que tout le monde aime ce petit garçon. C'est leur seul vrai point commun, d'ailleurs. Ils l'aiment tous autant, pour des raisons différentes, bien sûr. Ils investissent des choses différentes dans ce petit garçon, mais ils l'aiment tous autant. Et comme sous le choc, eh ben, on laisse sortir les choses. C'est comme... ça vous arrive certainement à tous. C'est le coup de l'émotion. Voilà, donc il y a le choc. Donc on lâche quelque chose qu'on avait retenu au fond de son cœur le plus longtemps possible. Mais là, on est sous le choc, donc on balance ce qu'on a à balancer. Et puis évidemment, comme on a balancé, ceux qui sont en face balancent à leur tour. Voilà. Voilà. Et donc vous êtes lecteur, et donc vous voyez que au début, il y a le premier qui balance, et là, vous dites que vous pensez avec lui que ouais, c'est vrai que bon, quand même, il a pris ça. Sauf que le suivant qui parle dit « Attends, toi, tu as balancé ça, mais peut-être que tu as oublié que... » Voilà. Et chacun va... Enfin, bon, évidemment, c'est heureusement mieux écrit que ce que je vous dis là, mais enfin, j'espère. Oui, je confirme. Mais du coup, chacun, effectivement, en réaction à ce que fait l'autre, va avancer un peu ses pions, et donc vous allez découvrir peu à peu, de cette manière-là, l'histoire de cette famille, parce que comme chacun va parler, la parole va obliger les uns ou les autres non seulement à dire ce qui n'avait pas été dit depuis longtemps, mais en plus va obliger les autres à se repositionner en permanence. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir le regard du lecteur, effectivement, qui commence à prendre fait et cause et qui va dire, parce que dans une situation donnée, on vous dit « Ah ben dis donc, t'as appris, alors Paul et Marie divorcent. Ah là là, enfin, il l'a trompé, oh là 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 là, quel salopard. » Bon. Et puis c'est tout, puis ça, l'histoire peut s'arrêter là, ouais, vraiment. Et puis, en fait, peut-être que si vous entendiez Marie, alors là, ou Paul, vous comprendriez que, ah bah oui, mais alors il s'est passé quelque chose avant. Non, de toute façon, Marie avait dit à Paul qu'elle... Bon. Et moi, ce qui m'amuse, c'est de voir comment le lecteur, comme moi-même et comme nous tous, malgré... nous, peut-être qu'on fait un peu plus d'efforts que la moyenne, mais je ne sais pas. Mais on juge quand même très vite sur une situation, et encore plus quand cette situation nous renvoie à des choses qui font écho chez nous. Alors, si moi j'ai été trompée par mon mari et qu'on me raconte ça, évidemment, là, instantanément, je ne vais pas chercher plus loin et je vais balancer un jugement. Et c'est toujours intéressant de décadrer. Et donc j'avais envie vraiment de faire en sorte que le lecteur, très rapidement, se retrouve comme un peu... C'est un personnage qui serait au-dessus de tout le monde, et qui voit en fait chacun se débrouiller et avancer comme il peut. Et donc forcément, enfin, moi j'ai de l'empathie pour tous mes personnages, parce qu'effectivement aucun n'est gris ou noir. Et sans dévoiler ou spoiler trop, parce que ça on le comprend dès le premier chapitre, je pense, pourquoi est-ce qu'on a du mal avec cette femme au début ? C'est parce que dès le début du roman, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de fondateur dans cette famille, qui est qu'elle a eu 2 filles, donc la mère du petit garçon et sa sœur, donc, 2 filles. Elle n'a pas aimé ses filles de la même façon. On peut même dire qu'il y en a une qu'elle a aimée et l'autre qu'elle n'a pas aimée. Et donc c'est la fondation de tout. Mais évidemment, comme ça, dès le départ, vous le comprenez, hein, ça c'est pas un... Ça s'est posé, oui. C'est posé dès le départ par des actes... très, très clair dans l'histoire. Bon, donc à partir de là,
comment dire, disons que la plupart des lecteurs vont avoir envie de détester cette femme juste parce qu'elle n'a pas aimé son enfant, parce que bon, je rappelle quand même que ça fait partie des derniers tabous, si ce n'est pas le dernier tabou de la société. Une femme doit aimer son enfant, quoi qu'il arrive. Et donc, on a du mal avec cette femme. Oui. Et puis après, les choses s'enchaînent, et puis on va commencer à comprendre comment, d'abord, l'amour maternel n'est pas forcément quelque chose de... Voilà, c'est pas qui se décide, et comment elle a pu en arriver là. Donc il n'y a pas de... Enfin, mon idée était de faire en sorte que, à la fin, c'est difficile de porter un jugement sur les uns sur les autres. Il y a des actes, évidemment, dont on peut, sur lesquels on peut avoir un avis, mais... Oui, mais c'est ça qui est très joli, c'est qu'au départ, on a ce que j'appelle le syndrome du match de foot. Moi, je ne suis pas amateur de foot, mais les rares fois où j'enclenche la télévision, où je vois un match, ou dites un match de tennis, il y a quelque chose en nous qui fait que c'est très difficile de regarder plus de 2-3 minutes un match de foot ou de tennis dont on connaît aucune des deux équipes ou aucun des deux joueurs sans à un moment prendre parti. On sera pour celui qui est à droite sur l'écran ou à gauche ou telle équipe. Et puis, à partir de ce moment-là, on rentre dedans, on s'est investi émotionnellement dans la chose. Et là, c'est pareil. Dans ce livre, on ne peut pas s'empêcher au début de prendre parti pour tel personnage contre tel personnage. Et donc, à partir de ce moment-là, on juge qu'un tel a raison, que l'autre a tort. Et le fait de faire ce chemin qui va complètement nous sortir de ces jugements de départ, moi, je trouve que c'est une leçon extraordinaire, parce que si on est capable de le faire dans un livre avec ces personnages-là, puis de se rendre compte qu'au départ, on les voyait comme ça, puis que finalement, il nous manquait tous ces éléments-là, puis qu'une fois qu'on les a, nos jugements ont tendance à s'estomper, c'est facile de reporter ça sur sa vie, sur ses amis, sur ses collègues de bureau, sur les gens très proches de nous, puis se dire, mais est-ce que j'ai pas ces mêmes travers ailleurs? Est-ce que je ne suis pas un peu le Lucky Luke du jugement qui dégaine plus vite que son ombre? Mais que des fois, je ferais mieux d'attendre un peu avant d'être aussi certain que je détiens la vérité sur l'autre ou sur moi-même. C'est vrai qu'après la sortie du livre, il y a pas mal de gens qui sont venus me voir en me disant, bon, après avoir lu le livre, je ne regarde plus ceux qui m'entourent de la même façon. Ça, pour moi, c'est génial. Ça veut dire vraiment que c'est très émouvant, le but est atteint. Puis alors, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce que ça rejoint le travail de quelqu'un qui m'est très cher, qui est Charles Rogeman, qui est le fondateur de la thérapie sociale. Et il avait écrit un livre avec sa fille il y a de ça un peu moins de 10 ans, qui s'appelle « C'est pas moi, c'est l'autre ». Et dans ce livre, il y a vraiment le moment au début où chacun accuse tel autre, voire tous les autres, voire la vie, le destin, etc. Au départ, on est dans la situation où la faute, si cet accident arrivé, si on en est là, si la famille éclate, c'est la faute d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et puis, il y a ce moment intéressant où ça va se renverser carrément à 180 degrés. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se trouve avec des personnages qui vont dire, en fait, si c'est arrivé, c'est tout de ma faute. Et ce qu'il y a de chouette, c'est que ça ne s'arrête pas là. Parce que tant qu'on est passé de c'est totalement la faute de l'autre à c'est totalement de ma faute, j'ai l'impression qu'on est toujours dans la même problématique. Oui, non, ils sont toujours enfermés. À ce stade-là, ils sont toujours enfermés. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, le cheminement vers le pardon, à travers le pardon, va être indispensable. Parce que tous ces positionnements, c'est de la faute de l'autre ou c'est de ma faute, évidemment, ça se joue autour d'événements qui sont l'objet qui devrait être l'objet de pardon. Donc c'est d'où le titre d'ailleurs, entre autres, de pardonnable, impardonnable. C'est-à-dire qu'ils ont tous des choses à pardonner ou à se faire pardonner, ou à se pardonner à eux-mêmes. En tout cas, c'est la réalité, c'est que la seule clé pour eux, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas résoudre et faire avancer cette famille, ni en disant c'est de la faute des autres ou de l'autre, ni en disant c'est de la mienne uniquement, et de porter cette culpabilité-là. Mais bon, la responsabilité de chacun d'entre nous dans notre existence, dans la façon dont notre existence se déploie, c'est aussi un thème qui m'est très cher et que j'ai beaucoup abordé dans l'Atelier des miracles, parce que je crois profondément que, maintenant, parce que bien sûr, on n'a pas parlé de mon parcours, mais ça n'a pas toujours été comme ça, mais je crois profondément qu'on est tous l'artisan potentiel de son propre miracle. C'est-à-dire qu'on est
celui ou celle qui peut faire que notre existence change. Il faut des outils pour ça, donc le pardon en est un, mais c'est d'abord nous. Et que c'est parce qu'on change, nous, que la situation autour de nous change. Et que donc ça ne sert à rien d'accuser, de dire c'est la faute de la vie, c'est la faute, t'as pas de chance, là, je tombe toujours sur le même genre d'homme, là, je n'arrive pas à garder un boulot, j'arrive pas. Enfin, je suis très prosaïque en disant ça, mais non, en fait, à un moment donné, il faut regarder notre responsabilité dans tout ça. Alors ça, pour moi, c'est un grand sujet, parce qu'il y a la question de jusqu'à quel point, justement, cette responsabilité, elle s'exprime de deux manières. C'est la passivité, c'est-à-dire que parfois, on sait qu'on est dans une situation dans laquelle on n'est pas heureux, on n'est pas bien, mais il y a un certain confort. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais enfin, toi, ça ne te paraîtra pas paradoxal. Il y a un certain confort dans la souffrance. Et d'ailleurs, je crois qu'à un moment donné aussi, dans ce livre-là, il y a un personnage qui doit parler de ça, qui dit que, bon, quelque part, quand on a bien délimité, qu'on s'est bien donné une étiquette, et on s'est dit que oui, nous, on n'arriverait pas à avancer autrement, et bon, ben, au moins, il y a un côté rassurant. Alors que dire, je vais prendre ma responsabilité et je vais changer ma vie, c'est aussi aller vers une sorte d'inconnu. Enfin, ça peut faire peur aussi. Et donc, accepter sa responsabilité, c'est accepter que nous, on est prêts, on a fait partie à un moment donné d'une situation, où on fait encore partie d'une situation, de la manière on est acteur de l'évolution de cette situation. Et ça rejoint ce que tu dis sur le pardon, quand tu dis qu'il faut demander pardon aussi à ce qui nous fait du mal ou à ce qui nous a fait... Il faut demander pardon. Oui, parce que ça nous enferme, parce que ça nous... Donc notre responsabilité est très très importante aussi. J'ai l'impression que je ne suis pas claire parce qu'il y a tellement à dire et il y a tellement de choses qui se bousculent et c'est plus facile pour moi de vous montrer dans un livre comment les gens vivent de manière très quotidienne et pratique une histoire qui évidemment les met tous par terre parce qu'il y a ce petit garçon qui a quand même eu un accident qui est à l'hôpital. Oui. Donc en livre on cherche quand même, on s'intéresse quand même beaucoup à ça. Mais bon. Mais moi, ce que je trouve joli, c'est que progressivement, ça va. Et c'est là où. D'ailleurs, tu vois, en parlant ce soir, je me dis, mais c'est un livre, il faudrait que j'en parle à Charles Rogeman, parce que je trouve qu'il y a. Il n'y a pas meilleur roman pour illustrer ce qu'est son travail depuis 25 ans. Lui, il débarque dans des banlieues. Il a commencé son travail dans les années 80 dans des banlieues qui brûlaient, Vaux-en-Velin, les Minguettes, etc. Et il se retrouvait avec le chauffeur du bus scolaire, le concierge de l'immeuble, la racaille locale, le flic de quartier, etc. Et en général, au début, c'était... Chaque personnage disait, moi j'ai envie que les choses aillent bien, mais les autres, eux, ils veulent pas, eux, ils comprennent pas. Voilà. C'est la faute des autres. Et puis ce travail qu'il fait amène progressivement un renversement complet de posture, où progressivement chacun va avoir sa part de responsabilité dans ce qui se passe, mais va avoir aussi, en fait, sa part de connaissance qui va être utile à l'autre et qui fait que, à la fin, c'est un vrai groupe qui existe là. Qu'en plus les gens sont autonomes, ils ne dépendent plus du tout de celui qui est venu faire l'intervention. Et il y a ce partage des responsabilités vers lequel on arrive dans ce livre. Il y a un moment, je vais voir si je retrouve l'extrait, parce que j'ai trouvé ça très joli, comment le dit un des personnages. J'ai noté 2 pages, je ne sais pas pourquoi, on va trouver. 251, on va y arriver. Oui, il parle d'accepter le partage de certaines responsabilités dans ce chaos, mais il y a encore une phrase. Où est-ce que j'ai noté ça? Oui, voilà, c'est encore plus loin. Parce qu'à un moment, forcément, les gens s'accusent, se culpabilisent, et à un moment, il y a un des personnages qui dit voilà, tu n'es pas un monstre, maman, c'est la situation qui est monstrueuse. Ça, je trouve ça très joli, cette bascule. C'est la situation. Et puis, derrière, cette phrase magnifique qui dit « Nous sommes des criminels en bande organisée, des criminels cruels au style feutré, mais pas moins efficaces.
Et parmi nous, le pire de tous, celui qui avançait masqué, bon, je le dis en l'occurrence mon propre mari, mais cette idée, nous sommes des criminels en bande organisée. Ça veut dire que c'est la situation globale qui a amené chacun à finalement jouer une part de responsabilité et qui amène ce désastre, qui amène cette ignorance complète du drame que vivent les uns à côté des autres, parfois sous le même toit. Et à partir du moment où il y a ce partage des responsabilités, bien là, la porte va devenir ouverte à la dernière étape du livre qui va être le pardon. Oui, le pardon, c'est la dernière étape. C'est-à-dire qu'elle arrive après l'amertume, parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a donc ces phases-là. Il y a le moment de la colère où ils sont en colère, ils sont sous le choc en fait de cet accident. Il y a le moment de la haine parce qu'ils cherchent tous un coupable. Alors il faut bien dire que ce petit garçon n'aurait pas dû être ce jour-là sur cette route avec sa tante. Bon, il aurait dû être en train de faire ses devoirs. Je sais pas, bon. Donc évidemment, ça permet à chacun instantanément de dire il y a donc un coupable, voilà. Puisque quand il ne devait pas être là. Donc, bon. Et puis qu'il y a cette cristallisation, parce que chacun désigne un coupable qui n'est pas forcément le même, bien entendu, et ensuite va vouloir se venger. Et évidemment, à l'issue chacun va se venger, donc c'est la vengeance ou le règlement de compte, mais bon, à l'issue quand chacun a réglé ses comptes, chacun peut s'apercevoir que non seulement ça n'a pas résolu le problème, puisque on ne peut pas changer le passé, donc pour résoudre le problème, il faudrait revenir dans le passé et le changer. Mais en plus, on a ajouté un autre, enfin, ça a fait empirer la situation. Et c'est le moment où chacun peut comprendre, en fait. C'est pour ça que pour moi, l'amertume, c'est un nom qui peut résonner négativement, mais en fait, c'est très, très fécond, c'est très, très fertile. C'est quand on a compris que tout ça ne menait à rien, qu'on peut comprendre, pour le coup, que le passer pardon, à l'étape suivante. Oui, passer à l'étape suivante. Oui, je trouvais ça joli parce que, effectivement, dans les étapes, j'aurais pas imaginé l'amertume là-dedans. Et en même temps, quand on lit ce parcours, cette traversée-là avant l'arrivée au pardon paraît quelque chose de tout à fait cohérent. Et alors, j'en ai dit un petit mot ce matin dans ma conférence. Moi, ce qui m'a épaté, c'est ce passage Enfin, pour moi, cette page-là, à elle seule, elle donne son sens à tout ce livre, en tout cas à mes yeux. C'est un avis de lecteur, mais forcément un peu biaisé par le travail que je fais sur le pardon, parce que j'expliquais ce matin que dans les obstacles au pardon, un des obstacles qui revient le plus souvent, c'est que les gens disent « je ne peux pas pardonner parce que l'autre ne m'a pas demandé pardon ». Donc tant qu'il ne m'a pas demandé pardon, moi je reste là avec ma haine, avec mon ressentiment, etc. Et là, on se retrouve dans une situation complètement différente. Alors, je ne vais pas vous donner le nom des personnages, comme ça ne va pas être un spoiler. Mais à un moment, il y a un des personnages qui dit à l'autre, voilà, je voulais que tu saches que je t'ai pardonné. Et l'autre lui répond, écoute, c'est très gentil de ta part, mais il faut être deux pour ça. Je ne crois pas t'avoir demandé pardon. Donc on est en plein dans ce qu'on disait ce matin. Et là, la réponse de l'intéressé est magnifique. Il dit « détrompe-toi. On peut accorder son pardon sans qu'une demande soit formulée. C'est une affaire intime. Je ne te pardonne pas pour toi, mais pour moi. Ce n'est pas une faveur que je t'accorde, c'est moi que je libère. Je vivais dans l'aigreur et la colère, je me sentais coupable de n'avoir rien vu, rien compris, je ressassais. Et puis voilà, je ne vais pas vous lire tout le paragraphe, mais à la fin il dit voilà, je n'oublie rien, je n'excuse rien, mais je pardonne. Ce qui est fait, rien ne changera le passé. En revanche, il nous appartient de modifier l'avenir. Moi je trouve ça absolument génial. Merci Olivier. Mais je dois dire que pour écrire ce livre, j'ai beaucoup, on en parlait tout à l'heure, j'ai beaucoup écouté, observé, mais surtout beaucoup écouté ou échangé avec des gens qui soit avaient pardonné, soit n'avaient pas pardonné. Et comme j'aime bien le dire aussi, il s'agissait toujours de choses très très lourdes, parce que, lourdes aux yeux de ces gens-là, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie. Mais par essence, le pardon,
S'il est accordé, il doit être accordé à quelque chose qu'on estimait impardonnable. Donc, sinon, ce n'est pas du pardon, c'est de l'excuse. Et donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai beaucoup écouté donc, et partagé, et je me souviens notamment d'un moment très très fort où je vois deux mères qui échangent, et en fait, ces deux mères ont vécu quelque chose de similaire. En fait, on a tué leur enfant. Donc là, je dis que sur l'échelle, quand même, bon, il n'y a pas d'échelle, mais quand même. Mais quand même. Et en fait, une a pardonné et l'autre n'a pas pardonné. Et il y en a une qui explique à l'autre et qui lui dit, mais vous savez, moi, j'ai pardonné le jour où j'ai compris ça. J'ai compris que je me libérais, j'ai compris que... Donc, ce qui est un peu dans ces pages-là et dans ce que tu viens de lire. Et donc, c'était pas que j'allais pas changer le passé, mais ça, de toute façon, je pourrais pas le faire. J'ai compris que j'étais pas en train de faire un cadeau à l'autre. Et d'ailleurs, je me souviens qu'elle a dit d'autant plus que... Parce qu'elle a raconté... Alors, pardon, du coup, je fais une petite parenthèse, que c'était quand même très, très intéressant. Elle a raconté que l'homme qui avait tué son fils, donc elle était allée le voir en prison, et que cet homme-là, quand elle lui avait donné son pardon, ça l'avait d'abord, elle lui avait dit qu'elle le pardonnait, et donc ça l'avait d'abord soulagé, mais en même temps, après, il lui avait dit que, enfin je ne sais plus comment il avait formulé ça, mais que c'était encore plus dur qu'avant. C'était encore plus dur qu'avant, parce que justement, lui, il n'avait plus de haine à opposer. Il pouvait plus se dire ah, mais oui, mais cette personne me hait. Voilà. Il n'avait plus de mur contre lequel se jeter en se consolant, en se disant que finalement, peut-être il n'avait pas été compris, qu'il avait fait ça, mais qu'il avait changé, qu'il n'était plus le même homme, etc. Bon, ben non, justement, il n'avait plus rien. Donc, il n'avait plus que ce qui s'était produit entre les mains. Il était tout seul avec ça. Et donc, c'était difficile. Et donc, je me souviens de cet échange-là, où il y avait, évidemment, ce genre d'échange, c'est ça qui m'a amené aussi à ce livre. Donc, cette femme, elle explique tout ça. Et l'autre lui dit, mais en fait, moi, je me rends compte d'une chose, c'est que c'est grâce à la haine que je vis. Parce que je me lève le matin et je pense à cet homme et je le hais. Et c'est ça ma raison de me lever le matin, en fait, c'est de me réveiller en me disant que je le hais. Parce que si j'ai plus rien, moi, j'ai tout perdu en perdant mon enfant. Donc, cette haine-là, c'est mon moteur, en fait. Elle n'a pas dit comme ça, mais c'est mon carburant. Et bon, il y avait quelqu'un d'autre qui était là, qui disait, bah oui, c'est vrai, qu'on peut comprendre. Et là, la personne qui avait pardonné a dit, mais pardon, enfin très délicatement, je ne veux pas vous... Mais je veux pas vous reprendre, mais en fait, vous ne vivez pas. Vous survivez, peut-être, mais vous ne vivez pas. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Moi, j'ai senti que la personne qui entendait ça, tout d'un coup, ça, c'était un déclic, parce oui, donc elle était dans un cycle de haine, mais dans lequel, non, elle ne vivait pas. Et elle en a convenu d'ailleurs, elle a dit, non mais c'est vrai, c'est pas une vie que je vis, c'est une existence, et encore, est-ce qu'on peut qualifier ça d'existence? Moi, je me lève le matin, je respire, je mange, voilà, je me couche, j'ai éprouvé de la haine tout au long de la journée, et puis c'est tout. Donc oui, c'est vrai, je ne vis pas. Donc je crois qu'elle a commencé à entrevoir ce que lui disait l'autre à ce moment-là. C'est une belle histoire, puis j'imagine que d'entendre ça de la part de quelqu'un qui a vécu le même drame qu'elle, c'est peut-être là où ça peut être entendable, alors que ça ne le serait pas de quelqu'un d'autre qui n'est pas passé par le même chemin. Je me dis que peut-être vous, cher public, vous avez des questions, des commentaires. Est-ce que certains d'entre vous ont lu ce livre avant de venir? Oui? Yes? On a un micro, si certains ont envie de poser, je pense qu'il nous reste du temps, j'ai pas de montre, ont envie de poser des questions directement à 22h07, c'est bon, on est comme des nénuphars, on est dans les temps. Bonsoir.
J'ai lu votre livre. Plus près le micro, Francis, s'il te J'ai plaît. lu votre livre, et comme Olivier, naturellement, et comme je pense beaucoup de gens qui l'ont lu, ben, ils l'ont commencé, et puis 3 jours après, ils l'avaient terminé. Parce que ça, il prend aux tripes complètement. Et en le lisant, je me suis dit, si seulement dans ma vie, j'avais pu être l'auteur et voir ma propre histoire et toute cette famille, et savoir tout ce qu'on peut découvrir dans cette histoire-là. Ça m'a vraiment complètement bouleversé, et je peux vous dire que, tu l'as dit, mais je le répète quand même, il y a bien longtemps que je n'ai pas lu un livre comme ça. Très, très, très longtemps. J'en ai lu pourtant, mais alors du roman comme ça, je ne peux pas appeler ça un roman, j'appelle ça un témoignage, c'est tellement vécu. Et ce style d'écriture dans lequel vous êtes parti, personnage par personnage, ça a été quelque chose de grandiose, parce qu'on est complètement dedans. On est complètement dedans. Et c'est un des personnages, simplement, on parlait du jugement par rapport aux autres, mais il y a beaucoup de personnages qui se sont mis des idées en tête, sans preuve, sans rien du tout, et ils ont vécu toute leur vie, ils ont construit leur vie avec ce qu'ils croyaient être. Le fameux troisième. Oui, Et là, troisième et on accord. dit, quand on se met en parallèle, on se dit, mais dans ma vie, qu'est-ce que je fais pas ça tous les jours? Voilà, c'est tout. Mais lisez-le, je vous promets. C'est vraiment. Et je ne suis pas l'agent. Hein. Non. Je ne suis pas l'agent. Hein. Merci Voilà. du fond du cœur. Merci. Je suis très touchée. Merci beaucoup. Oui, ici Annabelle. Vous avez fait une allusion tout à l'heure sur votre parcours de vie. Oui, bonsoir. Vous avez dit tout à l'heure, et encore, je ne vous ai pas dit quel a été mon parcours de vie. Alors, oui, bon, disons, voilà, j'aurais pas dû le formuler comme ça, mais parce qu'en réalité, je raconte jamais vraiment dans le détail ce que j'ai pu vivre. Ma façon à moi d'en parler, c'est de déplacer la question dans les romans que j'écris, bien sûr. Mais ce que je voulais dire par là, qui était quand même important, c'est que beaucoup de gens qui me rencontrent à ce stade de ma vie ou depuis quelque temps, maintenant, depuis un certain temps, parce que je dois dire que ça fait déjà plusieurs années maintenant que ma vie ne fait que se développer d'une belle façon. Je rappelle que quand même, je suis un être humain comme vous tous, donc non, mais c'est-à-dire que la dualité, bonne chose, mauvaise chose, m'arrive aussi quotidiennement, et quand je dis quotidiennement, aujourd'hui est un jour très particulier pour moi. Donc les épreuves, je les subis comme vous. Mais la manière de regarder ces épreuves et de regarder et d'avancer, elle est de plus en plus belle et sereine, et m'aide d'ailleurs à traverser les moments plus difficiles de manière beaucoup plus efficace, je dirais. Je ne sais pas comment trop qualifier ça. Mais donc ce que je voulais dire par là, c'est que quand je vois des gens qui me voient comme quelqu'un qui réussit maintenant bien, mes livres marchent bien, je voyage beaucoup, j'ai une famille de 4 enfants qui est très, très épanouie et solide, bien que forcément je sois consciente que beaucoup de choses ne sont forcément pas dites dedans, mais enfin bon, disons qu'en tout cas je cultive pas mal la communication à l'intérieur. Voilà, aujourd'hui je vis bien, j'ai beaucoup de choses, de belles choses qui m'accompagnent, mais il y a une première partie jusqu'à assez tard, qui était beaucoup plus difficile. Et je dis ça parce que là encore, c'est les questions de jugement, on en revient toujours au même. Parfois, c'est humain, on voit quelqu'un, on se dit « Oh là là, il a de la chance, c'est là où il a de la chance ». Bon, alors d'abord, on ne sait jamais s'il a de la chance, hein, parce que parfois, ce que vous croyez qui est le meilleur qui vous arrive dans votre vie, c'est le pire, et réciproquement. Et vraiment, on a beaucoup d'exemples, et moi, j'en ai plusieurs sur mon trajet. Mais bon, c'est en dehors des événements pris comme ça un par un. Globalement, souvent, on ne sait pas. D'abord, on ne sait pas ce que vivent les gens quand ils rentrent chez eux, mais parfois certains ont l'air d'avoir beaucoup de chance, puis ils n'en ont pas du tout quand ils rentrent chez eux. Mais voilà, il y a beaucoup de trajectoires qui se construisent sur le temps. Et moi, quand les gens me disent « Ah, mais quand même, vous avez beaucoup de chance », j'ai un peu envie de leur dire « Vous savez, prenez ma place, prenez mon handicap. »
Oui. Voilà. Prenez mon présent, mais prenez mon passé. Et donc, voilà, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, je pense profondément toutes ces choses que j'écris, je pense profondément que le pardon est nécessaire. Enfin, nécessaire. J'aime pas dire ça comme ça parce que ça peut culpabiliser et parfois on voudrait pouvoir pardonner mais on n'y arrive pas vraiment, on n'est pas prêt tout simplement. Non, bon. Mais ouais, c'est un outil très puissant. Mais c'est juste ça, c'est de dire qu'il m'a fallu du temps pour arriver jusque-là, que j'ai pardonné donc maintenant, mais il y a eu ce parcours qui a été pas facile. Et que même tout à l'heure dans le cercle du pardon, ça m'a intéressée parce que justement j'ai pardonné et malgré tout, quand j'étais dans ces relations de pardon avec les uns et les autres, j'ai senti que j'avais pardonné. C'était pas technique. Hein. Chez moi, c'est vraiment c'est profond. Mais j'ai senti que quand même il y avait encore une sensibilité. Voilà, une sensibilité. Donc ça, on ne vient pas. On ne devient pas inoxydable, quoi, oui. grâce au pardon. Oui. Voilà, donc pardonnez-moi de ne pas raconter dans le détail parce que c'est quelque chose que je ne fais pas, mais c'est pour dire que jusqu'à l'âge de... Ouais, enfin, ça a été très dur pendant les 20 premières années de ma vie. Ensuite, j'ai eu ma période de purgatoire et puis quelqu'un... Non, mais vraiment, je pensais... moi, quand j'avais 20 ans, je pensais déjà que j'étais en sursis. Je pensais que bien avant, je pensais que je mourrais plus jeune et je voyais absolument aucun avenir. Et puis, à un moment donné, quelqu'un est entré dans ma vie et ça a été le début avec un autre regard sur moi. Qui m'a aidé à moi-même porter un autre regard sur moi et sur les événements et sur les choses. Et puis après, ça a été le début d'un long travail qui m'a encore pris des années. Et quand on lit mes livres, on en parlait avec Annabelle. Je peux, oui, Annabelle, ouais. D'ailleurs, parce qu'on parlait je lui disais, mais tous mes livres ne sont pas aussi optimistes, parce que les premiers livres que j'ai écrits, il témoignait déjà de cette obsession de voir comment on fait quand on est tombé, soit quand on a été, comment dire, blessé très gravement, voilà, soit quand on a vraiment tiré les mauvaises cartes. Bon, comment est-ce qu'on fait pour avancer? Donc c'était déjà mon obsession. Mais à l'époque, et d'ailleurs mon premier roman, c'est une citation de quelqu'un qui dit, bon, qui n'est pas connu du grand public, mais qui dit il est techniquement impossible d'être optimiste quand on n'a pas d'avenir. Donc c'est aujourd'hui une citation que je ne pourrais plus mettre en exergue. Aujourd'hui, mes citations en exergue, bon, là, bon, l'Atelier des miracles, elle est courte, donc je la connais par cœur. C'est celle de Sénèque qui dit rien n'arrive par hasard, tout arrive à son heure. Là, il y en a deux, il y a une d'Albert Camus et une de Romain Gary. Oui, je sais. Il y en a, celle d'Albert Camus, elle dit, je vous les lis quand même. Oui, parce qu'elle Albert Camus dit, comment être pardonné jamais si on ment, puisque l'autre ne sait pas qu'il y a quelque chose à pardonner. Il faut donc dire la vérité au moins une fois avant de mourir, ou accepter de mourir sans jamais être pardonné. Quelle mort plus solitaire pourtant que celle de celui qui disparaît, refermé sur ses mensonges et sur ses crimes. Alors après, il y en a une, celle de Romain Gary, je la trouve savoureuse, enfin, très originale. Il dit « J'ai toujours voulu être un salaud qui s'en fout sur toute la ligne. Et quand vous n'êtes pas un salaud, c'est là que vous vous sentez un salaud, parce que les vrais salauds ne sentent rien du tout. » Ça, rentrer dans le livre avec des citations comme ça donne déjà... Ça donne déjà, comment dire, une tonalité dès le début. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir ? Je voudrais juste dire que ce soir, au bout de cette deuxième journée,
qui se termine donc avec cette interview, je me trouve un petit peu dans un désarroi parce que je suis arrivée avec ce qui me semblait être une définition qui m'était propre du pardon. J'en ai entendu parler maintenant, comme vous tous, pendant une journée et demie. Et ce soir, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Je comprends plus ce que ça veut dire pardonner et je ne sais plus ce que ça veut dire le pardon. J'espère que ça va se calmer demain. Il y a des fois des phases de déconstruction qui sont le prélude à une reconstruction derrière autrement. On a encore 2 belles journées à passer ensemble. Mais j'entends le désarroi. S'il n'y a pas d'autres... Oui, Marie-Jacques? Juste une allusion parce que j'avais la chance d'avoir Valérie à côté de moi pendant le cercle du pardon, et à la fin de ce cercle du pardon, je lui dis que comme ces personnages auraient été heureux d'être avec nous. Oui. C'est joli. C'est vrai. C'est joli. Merci. Un grand merci à Valérie. Merci à vous tous. Merci Olivier. Merci.